commencer l'examen du point 2 à l'ordre du jour et je donne sans plus tarder la parole à M. Voronkov. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est un honneur pour moi d'intervenir devant le Conseil afin de présenter le 20e rapport du secrétaire général portant sur la menace pesée par Daesh à la paix et à la sécurité internationale. Et je vais vous parler des efforts déployés par les Nations Unies pour aider les États membres à combattre cette menace. La sous-secrétaire générale et directrice exécutive de la direction exécutive du comité contre le terrorisme se joint à moi ce matin, Madame Natalia German, afin de présenter ce rapport. Ce rapport a été présenté conjointement par nos bureaux. Je souhaiterais également remercier Monsieur Colin Smith, le coordonnateur de l'équipe d'appui analytique et de surveillance des sanctions, de sa contribution à la préparation du rapport. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, en ce qui concerne la menace terroriste, elle évolue et elle exige une action multilatérale collective puisque les attentats terroristes menacent la vie, le bien-être, les droits et les libertés des individus. En dépit des efforts continus de lutte antiterroriste déployés par les États membres, par les partenaires internationaux et régionaux, Daesh continue de faire preuve de résilience et continue de faire évoluer son modus operandi. Nous sommes particulièrement préoccupés par la situation très instable en République arabe syrienne. Le risque existe en effet que des stocks d'armes sophistiquées finissent entre les mains de terroristes. La région de Badia, en Syrie, est une région qui continue d'être un fief pour Daesh et ses opérations et la planification de ses opérations externes, et c'est une région très importante pour leurs activités. Cette instabilité, nous l'observons également dans les camps, les centres de détention dans le nord-est du pays. Nous estimons que quelques 42 500 personnes, dont certains auraient des liens avec Daesh, sont encore détenues, notamment 17 700 ressortissants irakiens, 16 200 ressortissants syriens, ainsi que 8 600 ressortissants d'autres pays. Regrettably, the overall pace of repatriation. Hélas, pour ce qui est du rythme des rapatriements, ce rythme a diminué. Pendant la période à l'examen, seuls 5 États membres auraient rapatrié plus de 760 personnes de l'Irak et de la République arabe syrienne. Le gouvernement irakien a rapatrié à peu près 400 enfants irakiens du nord-est de la République arabe syrienne. Ils ont été transférés vers un centre de réhabilitation. Et je souhaite féliciter les dirigeants irakiens pour avoir facilité le rapatriement de leurs citoyens depuis le nord-est de la Syrie. Comme l'a dit le secrétaire général, les États membres doivent faciliter le retour de leurs ressortissants qui sont encore confinés dans ces camps et ces centres de détention. En ce qui concerne l'État islamique au Khorasan, il continue de constituer une grave menace en Afghanistan, mais également une menace pour la région et au-delà. Il y a des attentats qui ont été menés à bien en Afghanistan et les partisans de ce groupe ont comploté pour organiser des attentats en Europe et ils se sont efforcés de recruter des personnes des États de l'Asie centrale. Par ailleurs, il y aurait également un certain nombre de combattants terroristes étrangers qui continueraient de se rendre en Afghanistan. Comme l'a dit le secrétaire général, il est essentiel que tous les États membres conjuguent leurs efforts pour que l'Afghanistan ne devienne pas de nouveau un terreau fertile pour les activités terroristes. En ce qui concerne l'Afrique subsaharienne, Daesh et ses organisations affiliées continuent d'accroître leurs opérations et d'étendre leur contrôle territorial.
Nous sommes particulièrement préoccupés en Afrique de l'Ouest et au Sahel. En effet, Daesh et ses groupes ont intensifié les attaques visant notamment des écoles au Burkina Faso, au Mali et au Niger. L'État islamique dans le Grand Sahara et l'État islamique en Afrique de l'Ouest, ces deux groupes continuent d'opérer et de recruter des combattants et leurs activités ne connaissent pas de frontières. En ce qui concerne la RDC, en ce qui concerne l'Afrique de l'Est, Daesh en Somalie a recruté des combattants terroristes étrangers et leur bureau à Al-Karar est un hub de coordination et d'activité financière pour Daesh dans la région. Concernant la République démocratique du Congo, les forces démocratiques alliées font encore preuve de résilience en dépit des opérations militaires menées à bien par les forces congolaises et ougandaises. Et ce groupe a perpétré d'horribles attaques qui ont abouti à la mort de quelques 300 civils. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, la résilience des groupes terroristes souligne le besoin de collaboration continue de la part de la communauté internationale. Les États membres doivent donner la priorité à une riposte complète à long terme qui s'attaque aux causes sous-jacentes du terrorisme. Dans le même temps, il faut renforcer l'état de droit et garantir le respect du droit international humanitaire et du droit international des droits humains. Les Nations unies continuent d'adapter leurs opérations de renforcement des capacités à mesure que la menace posée par Daesh et ses alliés évolue. Je souhaiterais souligner 4 domaines prioritaires. Premièrement, à mesure que l'Afrique subsaharienne devient l'épicentre du terrorisme mondial, nous avons donné la priorité au renforcement des capacités sur ce continent. L'année dernière, mon bureau a augmenté son apport en assistance technique de 16%. À titre d'exemple, notre programme Cellules de fusion, ce programme a fourni des formations spécialisées à quelques 124 analystes en provenance de 21 États membres africains. Nous avons également le programme Cibles vulnérables. Un soutien a été apporté à 5 pays, notamment le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Kenya, la Mauritanie et le Sénégal. Et ce, afin d'aider ces pays à renforcer la sécurité des infrastructures vitales et de certaines cibles. Deuxièmement, à l'aune de la situation dans le nord-est de la Syrie, les Nations unies continuent d'apporter des conseils et un soutien aux États membres qui s'efforcent de lancer des poursuites, de permettre la réintégration des personnes qui ont été associées avec des groupes terroristes. En Irak, mon bureau a fourni des conseils, des formations ainsi qu'un équipement pour permettre d'identifier les adultes qui souhaitent être rapatriés depuis le camp Al-Hol, et ce en coordination étroite avec d'autres entités de l'ONU. En Asie centrale, le BLT, le Centre régional des Nations unies pour la diplomatie préventive en Asie centrale, ainsi que l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, ont soutenu l'organisation d'une deuxième réunion du Conseil régional d'experts sur la réhabilitation et la réintégration des rapatriés. En ce qui concerne donc ces rapatriés, il est important de garder à l'esprit qu'un certain nombre de personnes, aujourd'hui détenues dans des camps en Syrie et en Irak, ont à vrai dire fui la violence perpétrée par Daesh. Il est donc primordial de donner voix au chapitre à toutes ces victimes, afin de veiller à ce qu'un soutien continu soit apporté aux victimes du terrorisme. Afin d'atteindre ces objectifs, le BLT a co-organisé avec le gouvernement espagnol une conférence internationale sur les victimes du terrorisme. Cette conférence a eu lieu au mois d'octobre dernier et des participants en provenance de 66 pays étaient présents. Troisièmement, nous devons renforcer la sécurité aux frontières pour combattre les mouvements terroristes. Au mois de novembre dernier, mon bureau a noué un partenariat avec l'État du Koweït et le Tadjikistan, et ce dans le cadre du processus de Dushanbe. Nous avons organisé, l'objectif est l'organisation d'une conférence de haut niveau sur le renforcement de la coopération internationale et sur l'édification de mécanismes souples de sécurité aux frontières. La déclaration du Koweït sur la sécurité
et la gestion des frontières, a souligné l'importance de la coopération multilatérale et des mesures de sécurité innovantes aux frontières. En ce qui concerne notre programme portant sur les déplacements des terroristes et la lutte contre leur mouvement, eh bien, il y a quelques 63 États membres bénéficiaires qui dépendent de plus en plus de ce logiciel GoTravel qui vise à détecter les déplacements des groupes terroristes. Quatrièmement, nous continuons de soutenir les États membres afin qu'ils utilisent toutes les solutions qui s'offrent à nous grâce aux technologies. Au mois de novembre, nous avons lancé l'initiative City Tech Plus avec Interpol et avec l'Union européenne. L'objectif est d'apporter un soutien ciblé afin d'éviter les utilisations malveillantes des technologies à des fins terroristes. Par ailleurs, mon bureau a dispensé des formations opérationnelles à quelques 100 personnes dans la région de l'Asie du Sud-Est et de l'Afrique de l'Ouest pour leur apprendre à utiliser des drones pour lutter contre le terrorisme et garantir la sécurité aux frontières. Excellences, mesdames et messieurs, le terrorisme continue de constituer une grave menace, une menace qui évolue, une menace à la paix et à la sécurité mondiale. Et aucun État ne peut seul combattre cette menace. Nous avons besoin de poursuivre la coopération multilatérale. C'est essentiel pour combattre efficacement le terrorisme. Dans le cadre du pacte de l'avenir qui a été adopté au mois de septembre dernier, les États membres ont réitéré leur engagement en faveur d'un avenir libéré, d'un monde libéré du terrorisme. Ils ont souligné l'importance d'impliquer toutes les administrations, tous les pans de la société pour combattre le terrorisme. Les Nations Unies, par le biais du pacte mondial de coordination contre le terrorisme, les Nations Unies sont déterminées à aider les États membres. En travaillant ensemble, nous pouvons combattre cette menace mouvante et bâtir un monde plus sûr. Je vous remercie. Je remercie.